Nous allons maintenant accueillir Philippe Conrad, président de l'Institut Iliade. Directeur de la nouvelle revue d'histoire. Philippe Conrad donc, va introduire le thème de ce colloque, et mettre en perspective. Philippe, c'est à toi. Mesdames, Messieurs, chers amis, il y a 43 ans maintenant, en 1973, notre ami Jean Raspail publiait Le Camp des Saints, et l'on connaît la dimension prophétique de ce roman. À peu près au même moment, c'est en 1972 que Pierre Chaunu publiait La Peste blanche. Il pointait du doigt l'effondrement des taux de fécondité européens, avec les perspectives de vieillissement de la population qui s'annonçaient à terme, tout cela dans l'indifférence évidemment générale. À la même époque, 1975, c'est le moment où le couple exécutif Giscard-Chirac décidait le rapprochement familial, le regroupement familial qui allait être la pompe aspirante que l'on sait en matière d'immigration. Or, c'est le moment aussi où, du fait des crises pétrolières, le chômage de masse s'installait avec tous les problèmes qui allaient en découler. Alors, il y a eu quelques vagues tentatives de réaction. On se souvient des ambitions éphémères qui s'exprimaient dans les lois Bonnet-Stoléru à l'époque de Giscard. Tout cela emporté évidemment pour des raisons électoralistes par un François Mitterrand qui régularise à tout va les clandestins et qui annonce publiquement qu'ils sont chez eux, chez nous. Tout ça, encore une fois, on sait pour quelles raisons purement électoralistes. Le résultat, c'est qu'une immigration de peuplement s'est substituée à l'immigration de travail qui avait fonctionné à l'époque des 30 Glorieuses. Et cette immigration de peuplement, eh bien, il était de fait interdit d'en parler. C'était un sujet tabou et les chiens de garde de la vigilance médiatique étaient particulièrement surveillaient particulièrement tout ce qui pouvait se dire à ce sujet. Alors, ce déni de réalité, il s'est installé dans la durée. On nous a raconté qu'il n'y avait pas plus d'étrangers en France qu'à l'époque des années 30, sans compter évidemment la multitude des Français nés par le droit du sol, la masse des naturalisations, tout cela donc dans un silence médiatique assourdissant, à l'époque où par ailleurs les usines ferment, les délocalisations s'accentuent, à l'époque où l'intégration telle qu'elle avait pu fonctionner dans le passé était forcément en panne, au même titre que l'ascenseur social du fait du naufrage de l'école française. Et on oubliait pendant tout ce temps, et il était même interdit de l'évoquer, quelques remarques de simple bon sens, selon lesquelles l'immigration peut être utile à une société et l'assimilation peut être réussie dans de bonnes conditions, si l'on tient compte des volumes d'immigrants concernés, si l'on se penche sur la durée sur laquelle se réalise ce phénomène, si l'on tient compte évidemment du contexte économique et social du pays d'accueil, enfin de la proximité culturelle entre les autochtones et les nouveaux arrivants. Alors, l'immigration en France a effectivement fonctionné, on le sait, en gros, à partir de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 60, d'une manière à peu près réussie, puisqu'en 2 générations, à peu près, les nouveaux venus s'intégraient. Mais désormais, nous avons été confrontés à des flux massifs qui n'ont fait qu'aboutir à des situations sociales de plus en plus catastrophiques, avec des quartiers ghettos. Et quant à la génération suivante, le réveil islamique est venu se greffer sur tout cela, eh bien, on a créé ainsi une bombe à retardement avec des générations jeunes qui, et c'est tout à fait nouveau évidemment, sont beaucoup moins intégrées que les générations de leurs grands-parents. Alors, quelles ont été les réactions par rapport à cette situation? Des mots, des paroles verbales, des discours. Mitterrand a bien parlé à un moment de seuil de tolérance. Giscard a employé le terme d'invasion. Rocard
tard a déclaré qu'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Chirac, lui, a parlé des odeurs des Africains, et j'en passe. Et puis, même Fabius parlait des bonnes questions que posait le Front National, même s'il y apportait, selon lui, de mauvaises réponses. Et tout cela, donc, dans un silence médiatique assourdissant qui a duré pendant, de fait, plusieurs décennies, jusqu'à ce qu'en 2007, Sarkozy, pour des raisons évidemment purement électoralistes, mais qui lui ont bien réussi, lance le fameux rapprochement entre l'immigration et l'identité nationale, ce qui lui a été vivement reproché, comme on le sait. Alors le tabou est levé, bien sûr, mais le phénomène, maintenant, il est devenu pratiquement hors contrôle. Les événements de Libye de 2011, la crise générale du Proche-Orient, les débarquements massifs à Lampedusa en Italie, sur fond de pleurnicherie compassionnelle, les guerres, le sous-développement, font que les choses semblent ne devoir jamais s'arrêter, puisque en fait la libre circulation fait partie des dogmes qu'impose l'Union européenne, puisque le rapprochement familial nous vaut à peu près 200 à 250 000 entrées annuelles, puisque le droit d'asile maintenant est évidemment présenté comme un impératif moral incontournable. Alors, le résultat, on sait à quel point il est devenu inquiétant aujourd'hui. On sait à quel point l'assimilation ou l'intégration s'éloigne de plus en plus depuis ces dernières années. Et face à cela, nous avons affaire à des pouvoirs publics complètement désarmés, mais en même temps complices, puisqu'ils sont en même temps porteurs de toute une idéologie droit de l'homiste, avec tous les mythes incapacitants que l'on sait, avec l'appel au compassionnel irréfléchi, avec l'exigence, encore une fois, de la libre circulation, avec l'exigence de l'abolition des frontières, tout cela sur fond d'incantations antiracistes bien connues, tout ça sur fond de dénonciation des populismes. Alors le populisme, concept ô combien flou, l'antifascisme d'Aria Grand-Père maintenant, il a vraiment un peu trop servi, donc on a essayé de trouver ça sans grand succès, à vrai dire. Mais en tout cas, même si aujourd'hui on peut considérer que les promoteurs du village global et de la démocratie de marché ont perdu, ils n'en ont pas moins créé les conditions du chaos à venir. Alors, une fois ce constat établi, il faut bien sûr poser le bon diagnostic et imaginer les remèdes adaptés. Les résistances politiques partisanes que nous connaissons bien face à ce phénomène sont bien sûr nécessaires et tout à fait légitimes. Et puis, ce qui est encourageant, c'est qu'elles s'expriment pratiquement aujourd'hui dans tous les pays européens. On en voit en même temps les limites. Ça repose un peu dans un petit jeu de chacun pour soi. On le voit bien face à la crise des réfugiés, alors qu'il faudrait définir d'emblée une grande politique, un grand projet européen sur ces questions, puisque si l'Europe veut encore compter, veut encore exister dans le nouveau monde multipolaire qui est en train de se mettre en place, ça ne peut plus être au niveau des seules nations. Il faut que sur un certain nombre de terrains, ces nations coopèrent, s'entendent et harmonisent leur position. Mais au-delà de ces réactions politiques, la condition absolument nécessaire au renouveau, c'est en fait un renversement complet de la table. C'est la nécessité de balayer l'idéologie mortifère aujourd'hui dominante. C'est-à-dire pour cela affirmer nos identités, celles de nos patries charnelles, celles de nos nations, celles de la communauté civilisationnelle que constitue notre vieille Europe qui a été tellement abîmée par le sombre XXe siècle. Concrètement, comment mener ce combat? Alors, il est polymorphe, ce combat, combat pour la langue, bien sûr, ou nos langues européennes, face aux sabirs globiches et crétinisants que l'on sait et que l'on cherche à nous imposer, combat pour l'histoire, bien sûr, face à ceux qui ricanent à propos du roman national, et l'utilisation même de termes roman, évidemment, n'est pas neutre, là où on pourrait parler de récit national, ce sont ceux les mêmes qui dénoncent
dénonce le poison de l'identité contre lequel il faudrait réagir, ceux qui sont les partisans d'une histoire connectée qui est en fait complètement hors sol. C'est un terrain de combat tout à fait essentiel, hein, et c'est une des priorités bien sûr de la nouvelle revue d'histoire. Il faut aussi dans ce combat remettre en cause toutes les niaiseries de ce fameux art contemporain, hein, qui est l'une des manifestations les plus caricaturales de l'ahurissement de masse. Alors là aussi, le combat avance. Il faut rendre hommage notamment à notre amie Aude de Kéros pour le travail remarquable qu'elle accomplit sur ce terrain. Mais il faut aller plus loin. Il faut aussi remettre en cause, sans doute, tout le modèle économique sur lequel fonctionne aujourd'hui le système, un modèle fondé sur la financiarisation généralisée, sur un consumérisme exclusif, un modèle déconnecté d'une nature de plus en plus abîmée par l'hégémonie d'une technique toujours plus envahissante. Hein. Face à cette civilisation du gadget dont on mesure le vide abyssal, il faudra évidemment imaginer un modèle alternatif, imaginer aussi un nouveau contrat social, hein, permettant de dépasser l'homo economicus qui s'est imposé progressivement au cours des derniers siècles. Un homo economicus dont la promotion va de pair avec tout le renversement des valeurs traditionnelles que son avènement sous-tend. Il faut donc en finir avec la société marchande et l'idéologie progressiste qui l'accompagne. Il faut veiller aussi et encourager les réveils spirituels qui sont en cours et qui accompagneront fatalement les mutations à venir. Cela en témoigne déjà certains mouvements de fond qui affectent les jeunes générations d'une manière tout à fait encourageante. Alors le chantier est gigantesque. Comme le disait Grégoire, il faut rendre les Européens à l'Europe, hein, qu'ils prennent conscience de ce qu'est l'Europe, leur patrie, l'héritage qu'elle représente. Et puis ensuite, il faudra rendre l'Europe aux Européens. Il faudra qu'ils se la réapproprient. Pour cela, il faut éveiller les consciences, ce qui implique la mise en œuvre d'une véritable révolution culturelle, je l'ai dit. Il faut en finir avec les illusions, avec les mensonges, avec les impasses qui se sont accumulées au cours des 2 derniers siècles. C'est un combat vital. Comme l'a souhaité notre camarade Dominique Vénère, eh bien, c'est la vocation de l'Iliade de contribuer, bien sûr, à cet immense effort. Nous avons besoin, pour le mener, de l'engagement de tous ceux qui se retrouvent avec nous dans l'état des lieux que je viens d'établir. Dans une situation aussi inédite et aussi imprévisible que celle que nous connaissons aujourd'hui, le temps du combat est venu et nous savons, pour reprendre une formule fameuse, que là où est une volonté, il y a un chemin. Je vous remercie de votre attention. Philippe, vous voulez rester sur le champ ?